Bonsoir Bérangère Viennot. Bonsoir. Vous êtes traductrice de presse et vous êtes également l'auteur de ce livre, La langue de Trump. C'est aux éditions Les Arènes. Un livre drôle, incisif et aussi énervé, il faut le dire, puisque vous passez au crible le vocabulaire du président des États-Unis, un langage que vous connaissez bien, hein, puisque vous le traduisez depuis longtemps et très régulièrement. Alors justement, vous avez écouté avec attention le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union hier soir devant le Congrès. Bérangère Viennot, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce discours ? Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est que d'une part, pour une fois, il a fait de grands efforts pour lire le prompteur, ce qui est quand même pas courant chez lui, et aussi que quand même, à la fin de chaque thématique ou de chaque paragraphe, il n'y arrivait plus trop et il mettait des petits éléments à la Trump, des éléments de langage dans son discours. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que la plupart des médias ont relayé ce discours en disant que c'était un discours qui se voulait pacificateur et d'unité, oui, alors que moi, j'ai pas du tout vu ça en fait sur la. Alors, ça a duré 1h20, ce qui est très long pour Donald Trump, et moi, j'ai pas du tout vu ça dans la globalité du discours. C'est vrai, ce ne sont pas des expressions, des mots que vous repérez quand vous l'entendez, alors qu'effectivement, beaucoup d'experts, en écoutant ce discours, se sont dit, finalement, on entend effectivement une volonté comme ça, fédératrice, avec un ton plus sobre que d'habitude. Alors, ce qu'il y a, c'est que sur un discours de 1h20, en fait, on peut entendre ce qu'on a envie d'entendre. Et oui, c'est vrai, il y avait des éléments pacificateurs ou d'unité. Il parle de programme qui n'est pas un programme ni pour les républicains ni pour les démocrates, mais celui du peuple, par exemple. Mais il dit aussi que l'Amérique vit en ce moment un miracle économique et que la seule chose qui peut arrêter ce miracle économique, ce sont des enquêtes partisanes ridicules. Et ça veut dire, les démocrates, arrêtez de m'embêter avec cette histoire d'enquête russe. Voilà, donc dans tout le discours, pendant toute la durée du discours, il a parsemé ses propos de petites attaques. Et aussi d'attaques peut-être un peu plus violentes, parce que le Washington Post a répertorié des mots jamais utilisés auparavant lors d'un discours sur l'état de l'Union. Et alors on a ces mots du champ lexical finalement guerrier, très dur, exécuter un bébé après sa naissance, tueur assoiffé de sang, trafiquant sadique. Derrière ce champ lexical, qu'est-ce que cela dit de Donald Trump ? C'est volontaire, j'imagine, ce ne sont pas des mots choisis par hasard. Je pense que c'est volontaire. Alors, c'est aussi son côté personnel très belliqueux. C'est volontaire parce que Donald Trump, il est assiégé à plusieurs titres. Il est assiégé de façon personnelle parce que donc il est soumis à une enquête. Il est assiégé parce que là, à la fin du shutdown, donc du blocage du gouvernement, il a dû faire un compromis pour la première fois de son mandat et il se sent en difficulté. Et donc, il a choisi de montrer aux États-Unis l'image d'un président assiégé, mais en fait, en l'élargissant et en disant, c'est pas moi qui suis assiégé, c'est vous, c'est le pays, c'est les États-Unis. Regardez. Et moi, je me présente comme finalement le sauveur du peuple. C'est ça. Il estime qu'il y a une menace pour les États-Unis. La plus grande menace, en réalité, c'est pour lui, je pense. Et donc, il fantasme une menace nationale où il explique qu'il faut construire un mur, un très grand mur, parce que sinon... C'est 17, excuse-moi, je coupe, mais c'est 17 minutes sur les 80 minutes de discours, près d'un quart du discours qui est dédié à cette histoire de mur anti-immigration. C'est une idée fixe, ce mur, mais en même temps, c'est sa baguette magique, c'est un peu son doudou, parce que ce mur lui permet d'échapper à tout le reste. C'est-à-dire que dès qu'il est un petit peu en danger, il explique que le mur va être la solution. Comme il ne l'obtient pas et que probablement il n'obtiendra pas exactement le mur qu'il veut, je pense que ça va lui permettre de durer sur toute la durée de son mandat, en fait, de brandir ce mur en disant « oui, peut-être que je fais ça ou peut-être que je dis ça, mais en attendant, moi, ce que je veux pour vous, pour la sécurité de mon pays, c'est un mur et on ne me le donne pas. » Alors, Donald Trump est aussi connu pour son vocabulaire particulièrement peu sophistiqué, c'est un euphémisme. Vous parlez même de médiocrité dans votre livre et vous dites il utilise le même registre qu'il s'adresse à un enfant ou à un chef d'État. Et alors, ça m'a fait penser à ce tweet dont on se souvient peut-être. Il s'adresse au leader nord-coréen et il dit voilà, pourquoi Kim Jong-un m'insulterait en me traitant de vieux alors que je ne le traiterai jamais de petit et gros et j'essaie tellement d'être son ami. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce type de registre très familier, enfantin, vous dites que ça ne facilite pas du tout le travail des traducteurs. Et non, c'est vrai que c'est un registre de cours d'école. On est d'accord que ce tweet, on aurait pu le voir échanger entre deux camarades de classe. Et c'est pas très facile parce que comme il utilise un vocabulaire très simple avec des mots qui sont toujours les mêmes et qui sont au niveau de 5e et même au niveau de 5e d'un écolier français qui apprendrait l'anglais, donc good, bad, etc. Il y a derrière toute une charge sémantique et toute une charge lexicale que le traducteur doit interpréter parce qu'on peut pas toujours traduire good par bon et bad par pas bon.
Donc, il faut creuser un petit peu, creuser la pensée de Donald Trump. Et c'est là qu'on se retrouve face à une vraie difficulté parce que la pensée de Donald Trump, elle glisse. En fait, on a toujours du mal à mettre le doigt dessus. C'est jamais très clair de savoir ce qu'il pense puisqu'il n'est pas capable de faire des phrases qui se terminent de A à Z sur un seul arc narratif. Et en général, il revient toujours à lui ou à son mur ou à sa victoire électorale. Et c'est très compliqué de se dire bon, quel est le message qu'il veut faire passer en réalité, politiquement. Vous dites que finalement, votre travail de traductrice a été beaucoup plus complexe depuis son élection que lorsque vous traduisiez Barack Obama. Que vous avez dû sortir de votre zone de confort. C'est ça. Barack Obama utilisait magistralement la langue de bois, qui est la langue de tous les hommes politiques, qui est plutôt simple à traduire parce que bon, c'est toujours la même chose. Il veut être compris par le plus grand nombre, autant par les journalistes que ce qui n'est pas par forcément mieux non plus, d'ailleurs. Non, c'est pas forcément mieux. Ça n'en dit pas beaucoup plus. Mais c'est plus facile à traduire. C'est sûr. Et c'est vrai qu'on se demande moins ce qu'il y a derrière. Alors que là, on est bien obligé. Donc, quelque part, Donald Trump a rendu service aux traducteurs parce qu'il nous a rendus plus visibles. On se dit, tiens, effectivement, il y a quelque chose derrière les mots. Et la traduction, c'est pas traduire des mots, c'est traduire une pensée, un contexte, une personne. Et là, on est bien obligé de se dire, bon, bah, il faut qu'on sache qui est Donald Trump et ce qu'il pense pour pouvoir le traduire correctement. Et là, c'est vraiment la difficulté. Alors, comme dans tout bon spectacle, hier soir, il y a eu aussi des moments d'improvisation. Je pense notamment à ce moment où Trump se félicite des créations d'emplois bénéficiant particulièrement aux femmes, selon lui, ce qui ne manque pas de faire réagir les représentantes démocrates. Vous allez les voir, elles sont habillées toutes de blanc en hommage aux suffragettes. Regardez-les. No one has benefited more from our thriving economy than women who have filled 58% of the newly created jobs last year. You weren't supposed to do that. Thank you very much. C'est quand même un sacré showman. Hein. Ça aussi, c'était prévu, tout cela ? Je ne crois pas que c'était prévu et c'est vrai que c'est un showman. Il a toute son expérience de son émission The Apprentice dans laquelle il était animateur toutes les années avant, une émission de télé-réalité où c'est lui qui dirigeait un peu le jeu. Et là, on se rend compte qu'il arrive à détourner un fait de société tout à fait ordinaire dans nos sociétés occidentales, c'est-à-dire que le fait que les femmes de plus en plus font partie de la population active a son bénéfice. Regardez toutes ces femmes qui travaillent grâce à moi, c'est quand même fantastique. Et on a du mal à croire qu'elles applaudissent réellement Donald Trump, hein, oui. Ces élus démocrates. Je crois que c'est de l'ironie. Je crois que c'est de l'ironie. Je crois que ces élus démocrates étaient bien contentes d'être là, d'être ensemble et qu'elles applaudissent un peu aux dépens de Donald Trump. Le discours de Trump, justement, vis-à-vis des femmes, revient souvent. C'est souvent aussi ambivalent. Hein. Vous en parlez dans votre livre. Est-ce que ça complexifie aussi le travail d'une traductrice ? Alors, dans la mesure où la traductrice doit être invisible et donc on n'est pas là pour interpréter les propos. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire, nous, c'est juste traduire, donc transmettre un message et idéalement créer chez la personne qui va entendre ou lire en français le même ressenti que la personne qui va entendre ou lire en anglais. Compliqué. Et c'est très compliqué parce que les mots, selon la personne qui les prononce, n'ont pas du tout la même charge affective ou morale. Et pour ce qui est des femmes, alors parfois c'est très clair avec Donald Trump quand il dit des horreurs sur les femmes comme « grab them by the pussy », que je ne vais pas vous traduire, c'est très clair autant pour les Anglais que les Américains que les Français. Mais dans d'autres cas, et je sais que vous pensez à ce qu'il a dit à Brigitte Macron quand il est venu à Paris, quand il dit des choses qui ont l'air un petit peu banales ou avec des mots neutres. You're such in good shape. Il lui dit, voilà, vous êtes en super forme. Voilà. Et en réalité, dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça pourrait vouloir dire, vous êtes superbement en forme. Mais dans la bouche de Donald Trump, ça veut dire, vous êtes drôlement bien conservé pour votre âge. Et ça, c'est pas dans les mots, c'est dans la pensée, c'est dans l'intention. Et un traducteur traduit aussi l'intention, mais pas la sienne, celle du locuteur. Alors justement, est-ce que vous le traduisez comme tel ? Est-ce que vous arrivez à ne pas mettre d'affect du tout et en même temps à ne pas vous dire que vous avez un rôle ou une responsabilité dans ce que vous traduisez ? Alors, c'est compliqué, mais c'est comme pour les journalistes, on ne met pas d'affect parce qu'on est obligé de rester neutre. On n'est qu'un messager, on n'est pas du tout quelqu'un qui donne son opinion. Mais c'est vrai que c'est tentant, mais c'est une tentation à laquelle nous devons résister. Eh bien, merci. Merci Bérangère Viennot. Je rappelle le titre de votre livre, La langue de Trump. Si vous voulez en savoir plus sur le champ lexical du président des États-Unis, c'est aux éditions Les Arènes. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le Venezuela. Emmanuel Macron a apporté son soutien officiel à Juan Guaidó, président autoproclamé du pays. Quel est le rôle de l'Europe dans la crise vénézuélienne ? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.